Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Estive Scène nationale de Foix et de l'Ariège. Je sais que certains viennent ici pour la première fois, ou en tout cas ne sont pas coutumiers, donc on est particulièrement heureux de vous accueillir donc dans cette salle qui est à la fois un théâtre où il y a du spectacle vivant, mais aussi du cinéma toute l'année et des conférences, débats, etc. et beaucoup d'autres activités que je vous invite à découvrir sur notre plaquette. Et donc ces rendez-vous en partenariat sont un moyen pour nous effectivement de toucher davantage de public et de nous aventurer dans des domaines que nous ne connaissons pas ou pas bien grâce à des partenaires précieux que sont donc le CAUE de l'Ariège, le syndicat des architectes de l'Ariège et ce soir également l'association des maires et des élus de l'Ariège qui s'associe à ce rendez-vous. Et je dois excuser l'absence de M. Norbert Meller, le président de l'association des maires et des élus qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Mais en tout cas, merci à eux pour leur soutien et surtout pour la co-construction de ce rendez-vous qui nous permet ce soir de rencontrer Alain Frété, paysagiste, et de l'accueillir donc pour à la fois un temps de conférence, un repas pour ceux qui pourront rester ensuite, qui sera aussi un moment d'échange convivial. Et la soirée se poursuivra par un film de Philippe Petit qui s'appelle « Tant que le soleil frappe » et qui résonne tout particulièrement, qui est vraiment en écho en fait à la thématique de ce soir, sur les nouvelles façons de voir l'intervention de l'homme dans le paysage, pour résumer les choses. Mais je vous laisserai surtout le développer par la suite. Donc en tout cas, un grand merci à nos partenaires, un grand merci à Alain Frété d'être là, et je passe tout de suite la parole à Monsieur Laville pour le syndicat des architectes de l'Ariège. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Bon, donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc au nom du syndicat des architectes de l'Ariège, je suis très heureux de participer, nous sommes très heureux de participer à cette aventure avec l'Estive et avec le CAUE. Voilà, donc ce soir, effectivement, on aura une conférence et j'espère un débat qui suit avec Alain Frété. Si je peux retenir quelques mots-clés de son travail, je pense d'abord au mot sobriété, de l'intervention du paysagiste, dans des lieux sensibles. Je pense également à l'écoute nécessaire des habitants de ces lieux. Je pense également à la sensibilité personnelle et de l'approche du paysage. Et voilà, je pense qu'il va développer tous ces thèmes ce soir pour notre plus grand plaisir. Et je voulais aussi prendre cette occasion pour remercier Carole Albanese, Agnès Legendre, Jean-Christophe Cid, Christine Bellouer qui participent activement à toute cette aventure avec nous. Merci. Merci. Donc, j'ai plus grand-chose à dire en fait, si ce n'est que donc passer la parole à Alain et on va l'écouter avec plaisir. Donc simplement pour résumer, je pense qu'Alain il a fait du paysage son chemin de vie et il va surtout nous parler de la non-intervention. Et je pense que à toi. Je voulais juste profiter, même si le prochain rendez-vous sera un peu loin dans le temps, vous donner donc la date du 11 juin pour le prochain rendez-vous avec le CAUE, le syndicat des architectes, qui aura lieu à Alzin, à l'écomusée, avec Ségolène Charles, pour une conférence qui s'intitule « L'élu, le citoyen et l'architecte ». Donc effectivement, les trois grands acteurs autour desquels nous essayons aussi de construire ces conférences-débats, puisqu'évidemment, il y a toujours la place des habitants, des usagers, de nous tous, citoyens, en fait, dans la pensée de l'aménagement et de l'architecture de nos territoires. Voilà, merci et très belle soirée à tous. C'est vrai que quand on parle de paysage, en fait, on a toujours cette idée de notion de bien-être, de plaisir. On dit toujours « Ah, ça c'est un beau paysage ». On a du mal à dire « c'est un moche paysage ». Enfin, c'est toujours associé finalement peut-être à la notion de beau. Et c'est vrai que la beauté du monde, c'est un peu ce qu'on vient rechercher dans des paysages. Et l'important en fait, c'est
avant de projeter quelque chose sur ce paysage, c'est de ressentir soi-même cette beauté du monde. Là, j'ai la chance de travailler sur une très belle vallée des Pyrénées, la vallée de Cauterets, pour lequel on travaille pour faire le cahier de gestion du grand site, peut-être du futur grand site de France, mais aujourd'hui du site classé. Et ce matin encore, ça tombe bien, là on est sur donc une salle qui s'appelle l'Estive, on était sur les estives du Camp Basque. Et c'est vrai que au-delà de la haute montagne, de se retrouver dans cette estive, de s'être promené ce matin sur ces grandes prairies, d'avoir vu ces bêtes-là, ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est incroyable. Il n'y avait pas réellement de chemin, quelques murs dont on sentait bien qu'ils avaient été mis en place il y a longtemps pour faire courir de l'eau. On est monté d'un seul coup jusqu'à un verrou glaciaire, et là d'un seul coup le Gave qui descendait du lac d'Iliou qui est juste au-dessus, se fracassait en cascade. Et là, d'un seul coup, on avait vraiment le sentiment que le glacier qui est descendu tout doucement dans cette grande vallée d'Estive descendait. Et finalement, il y a eu ce fracas-là qui rendait bien compte de ce mouvement du glacier. Donc on voit bien à travers cette expérience de paysage que la beauté de ce paysage se joue pas vraiment dans, finalement, une vue, une carte postale, on s'arrête, on regarde, c'est beau, on prend la photo et on repart, mais vraiment dans une expérience de paysage. Et aujourd'hui, c'est sans doute ce qui a vraiment fait basculer la notion de paysage, c'est qu'aujourd'hui, le paysage se vit en marchant, se vit dans des trajets de paysage, dans une expérience sensible. Et nos projets, finalement, vont beaucoup plus se décrire à travers cette expérience où l'on passe de séquence à séquence, où on passe d'une ambiance à l'autre, que dans simplement un point de vue avec un beau paysage. Et c'est là que l'émotion finalement qu'on peut ressentir, c'est une émotion qui se construit. Et à chaque fois qu'on va faire un projet, on va plus décrire finalement cette construction que une seule image d'un point de vue statique. Donc on a quelque chose vraiment dynamique. Et le terme émotion, quand on ressent ces émotions, est assez intéressant parce que, en fait, il vient de émovere, être mis en mouvement. Et donc on a bien dans l'émotion vraiment cette notion déjà de mouvement. Et puis émovere va donner aussi le terme de motif, de mots et de motifs. Et là, ce terme de motif nous intéresse vraiment énormément parce que plutôt que de parler d'éléments de paysage, ce qui est dans la Convention européenne du paysage, donc éléments de paysage, mais le terme élément est un petit peu mathématique, un petit peu froid, le fait de se dire, tiens, le motif qui est lié à la motivation, qui est lié à l'émotion, on a quelque chose là qui est peut-être plus plein, plus construit, plus empli de paysage que le simple mot élément. Et donc on va travailler sur cette récolte des motifs quand on part à la découverte d'un paysage. Et puis il y a des motifs emblématiques, la haute montagne, le lac, et puis des motifs d'accompagnement, donc des petits murets. Et tout ça va être la matière du projet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve tout à fait déplacé, c'est les images de référence qui viennent de partout, et dont on voit certaines études se remplir. Et c'est une véritable catastrophe, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment empli finalement de la beauté du site sur lequel on travaille, qu'il faille absolument aller chercher ailleurs des images qu'on va venir essayer de coller. Alors aujourd'hui, travaillant en montagne, on était avec l'espace Cauterets, qui gère la station de ski. Tout de suite, ils ont dit ouais, mais on veut travailler sur la contemplation. Alors on a une idée peut-être d'un belvédère en verre. Voilà la tarte à la crème qu'on essaye absolument d'éviter, parce que on a là une reproduction d'un élément, puis on va le poser là, et puis on va créer quelque chose qui finalement est beaucoup plus de l'ordre du parc d'attractions, c'est en verre, j'ai peur, que de la contemplation réelle où on se pose sur un rocher, puis la montagne est belle, quoi. Et ces moments de contemplation, on en a absolument besoin. Je dirais surtout aujourd'hui, avec le fracas du monde qui nous atteint, entre les guerres, entre le changement climatique, s'il n'y a pas des moments où on peut se poser, se dire non, quand même, tout n'est pas foutu. La nature est si belle, là, et peut-être qu'il faut qu'on arrive à le partager. Et
ce qui me plaît aussi, par exemple, c'est, et ça je l'ai encore vécu ces jours-ci en montagne, c'est que sur un sentier, quand on rencontre quelqu'un, il nous dit bonjour. Et puis on se dit bonjour, enfin voilà, hello si c'est un espagnol. Enfin, vous faites la même chose sur un trottoir en ville, on vous regarde comme ça, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, quoi. Donc il y a finalement dans ce paysage que l'on pénètre avec ces sentiers, un sentiment aussi de partage d'une émotion commune. Et puis un partage qui se joue aussi, c'est des émotions qui se jouent par tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la vue, mais parfois pour le paysage, la vue prend beaucoup de place. Alors c'est vrai qu'on dessine, on regarde, c'est un des sens majeurs, mais le sens du toucher est aussi quelque chose d'important, et surtout de la façon dont le corps va se mouvoir dans le paysage. Et les projets, on essaye toujours de les décrire en disant, voilà, là il y a un couloir comme ça, je passe entre des roches, et d'un seul coup, waouh! Et vous voyez, là je fais ces mouvements qui sont ceux que l'on fait sans trop s'en rendre compte, mais qui permettent d'aborder le paysage. C'est pour ça que j'étais assez touché par les images de la saison de l'estive, où on voit des corps en mouvement, quelqu'un qui est au bord d'une cascade et puis qui fait un mouvement, quelqu'un qui fait jaillir une gerbe d'eau, quelqu'un qui saute au-dessus des prairies. Et je trouve que cette notion du positionnement de la nature, du corps en mouvement dans le paysage est quelque chose qui est vraiment important et qui peut nous permettre en fait de décrire ce qui fait valeur et beauté dans le paysage. Il y a des textes, notamment de Julien Gracq, qui sont absolument merveilleux, qui expliquent finalement qu'un trajet se joue dans la durée, que pour atteindre finalement un paysage de grande valeur, il faut toujours un couloir sombre qui est une sorte de chemin initiatique, et que tout ça finalement nécessite de marcher. Il n'y a pas réellement d'autre sens. Alors bien sûr, je regarde Agnès où tu fais du cheval, donc c'est vrai que le cheval peut être aussi quelque chose. Marcher avec un âne peut être une expérience. Travaillant aussi sur la Corse, des fois on est parti en kayak de mer pour voir ce qu'est vraiment la découverte de ces paysages depuis la mer. Mais malgré tout, ça c'est des très belles expériences. Mais la marche reste quand même le moyen majeur finalement de découvrir le paysage. Le vélo, c'est bien, mais ça va presque trop vite. Et aujourd'hui, on a même sur certains sites, avec le Conservatoire du Littoral, un peu de mal à dire ne transformez pas surtout ce sentier en piste cyclable. Les gens vont très vite, ils vont d'un point à l'autre, on voit des paysages, mais il y a vraiment que la marche qui nous permet très simplement de se dire bon, je suis un peu fatigué, il y a de l'ombre, tiens, je m'assois, et là, je m'arrête. Et garder la présence et la possibilité d'avoir des sentiers qui ne soient pas transformés en piste cyclable, transformés en route, qui ne soient pas des trottoirs, là, il y a quelque chose d'important. Et c'est pour ça aussi que, surtout dans un pays de montagne comme le vôtre, faire vraiment la différence entre le chemin et le sentier est quelque chose d'important. Le sentier est étroit, il fait quelques 60 cm de large, alors que le chemin est plus large. Souvent, un chemin est utilisé par des 4x4, par des tracteurs. Donc on est sur les traces de quelque chose qui est mécanisé. Alors que le sentier, seule la marche à pied et donc l'effort musculaire que je fais pour marcher me permet d'accéder à ce refuge, me permet d'accéder à cette estive. Et là, il se passe quelque chose d'un effort que d'autres ont partagé. Et ça, c'est vraiment une très, très grande valeur. Mais même en ville, d'avoir des petits cheminements qui soient vraiment réservés aux piétons est quelque chose d'important. Travaillant beaucoup sur le littoral, le fait que le sentier littoral, par exemple, soit interdit aux équestres et aux cyclistes et réservé vraiment aux piétons est quelque chose de très, très, très important. On va traiter les sentiers de façon assez différente de la façon dont on traite les cheminements. Et là, revenant de Cauterets, je vois avec quel soin sont traités des sentiers, notamment avec l'utilisation de la pierre sèche, sans ciment, sans rien, avec juste des pierres posées. Et parfois, on n'a même pas l'impression que c'est aménagé. On a ces sentiers muletiers. Et qu'est-ce que c'est agréable de ne pas se sentir dans un aménagement.
Et c'est pour ça que très souvent, les projets que l'on fait, finalement, ils sont réussis quand on ne voit pas qu'on a fait le projet. Alors c'est difficile en architecture, ça je conçois, encore que faisant de la réhabilitation, enfin les architectes qui font de la restauration, de la réhabilitation, parfois c'est bien de se dire ah ben là le bâtiment il est dans son jus, c'est très bien. Alors après il peut y avoir des éléments plus contemporains qui viennent, et là le mariage peut être tout à fait intéressant. Mais pour nous dans ces grands sites de grande nature, hein, que ce soit sur le littoral, en montagne ou parfois même en plaine, dans des marais, on essaye vraiment de se dire le site est beau par lui-même et on n'a pas besoin d'en rajouter. Or, bien souvent, on en a rajouté. Bien souvent, le site touristique est un peu victime de son succès. Et donc, on s'est dit il faut permettre aux gens d'accéder. Et donc, alors au départ, dans les années 60, quelques voitures, c'était pas gênant, mais on a commencé à se garer là, et puis le stationnement de quelques places, 10, 15, 20, 300 places. Voilà. Et on n'a pas remis en cause finalement le positionnement de ce stationnement. Et souvent, ce que l'on fait quand je travaille donc pour les grands sites de France ou le Conservatoire du Littoral ou d'autres sites de ce type, c'est se dire qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas le stationnement là? Qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas ces petits baraques qui vendent les frites au pied du phare et au bord de falaise? Et là, il y a un effort d'imagination en se baladant avec les partenaires du projet. Souvent, on est là à se dire, bon, alors on va cacher ça, et puis on va se dire, ça n'est pas là, et puis après on va le remettre, quoi. Alors, c'est un geste qu'on a du mal à faire hein, aux gens, parce qu'ils disent « Oui, je vois bien, mais monsieur le maire, faites le geste, regardez s'il n'y avait pas cette petite tache verte là-bas qui brille, et puis d'un seul coup, on la remet. » Ah oui, c'est vrai que quand on la remet, ça pèse lourd, quoi. Et ça, on voit bien que finalement, la solution, c'est de vivre cette expérience ensemble sur le terrain. Et ça, c'est après avoir parlé de la beauté des paysages et de cette expérience, qui est d'abord une expérience je dirais personnelle, qui est une expérience que l'on doit vivre physiquement. La fatigue que l'on va éprouver d'avoir arpenté ces paysages est elle-même importante. Il y a un très beau mot de Julien Gracq encore là qui dit la fatigue agit sur les émotions comme le fixateur sur les épreuves photographiques. Et c'est vrai que quand on arrive sur un paysage, on voit des gens, enfin, et puis bon, on sort le portable, on fait la photo, oui, non, c'est très beau, bon, est-ce que je peux faire pipi? Hop, je repars. Voilà. Alors là, on a fait le site. C'est cette expression un peu terrible, j'ai fait le Cap Fréhel, j'ai fait Rocapine, j'ai fait Bonifacio. J'ai jamais bien compris ce faire. C'est quoi? Pourquoi on a fait en fait, on n'a pas fait grand-chose. On a simplement eu une espèce de tourisme de prédation qui fait que on est passé d'un point à l'autre en dépensant beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole en bus, en restant quelques secondes sur un site. Et c'est exactement ce contre quoi on va essayer de lutter pour passer d'un tourisme vraiment juste de l'instant à un tourisme d'expérience. Et c'est pour ça que quand on va commencer à imaginer dans un site, on va reculer le stationnement, parce que ça, c'est quand même un des grands credos où on se dit, non, la voiture, elle est vraiment avancée trop loin, quoi. Et on va reculer ces stationnements, mais en reculant le stationnement, c'est pas une punition, c'est faire vivre une expérience. Et vous verrez dans le film sur le Cap Fréhel, le fait d'avoir reculé de 200 mètres, mais on n'a pas repris l'ancien sentier qui allait tout droit vers le phare, qui n'était pas très intéressant, parce qu'avec des marches, on a fait un sentier sans marche qui s'élève tout doucement dans la lande, où le phare est posé dans la lande. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut partager. La semaine dernière, j'étais sur la pointe du Raz, donc le Cap Sizun, et on était sur une petite pointe, donc pas exactement la pointe du Raz, mais une autre petite pointe, et on était une trentaine. Et il y avait parmi les 30 personnes des habitants, beaucoup d'élus, une grosse mobilisation, les conseillers municipaux étaient là, on avait la marine, on avait le conservatoire du littoral, le grand site de France, enfin, une trentaine de personnes, et il y a une conseillère municipale qui a pris la parole, qui a dit « moi j'en peux plus, on m'a volé ma pointe. Quand j'étais petite, j'allais me balader, aujourd'hui il n'y a que des camping-cars. Et en fait, c'est un lieu où je ne vais plus. » Mais là, pour nous, c'était du petit lait, on disait « mais le projet est de vous rendre cette pointe. »
Donc on va s'arranger pour trouver un lieu néanmoins agréable pour les camping-cars, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre au rebut, parce que bien souvent la réponse c'est de dire oui, on va faire une aire de camping-car sur la zone d'activité à côté de la déchetterie. Et alors là, des gens entre se garer vue sur mer, au bord de falaise, avec seul au monde, et puis la déchetterie derrière, il y a un monde, quoi. Donc on voit qu'il faut se préoccuper aussi de ce public et leur proposer des choses, mais pour que leur gros cube blanc ne brille pas sur le littoral, et donc arriver à reculer et travailler surtout ensuite les cheminements. Et le souci, c'est que souvent, d'aller trop près, d'un seul coup, on rassemble tout le monde au même endroit. Ce qui arrive au pont d'Espagne, par exemple, où d'un seul coup, on se retrouve avec des milliers, des millions de personnes qui sont là, et ça se bouscule. Le fait de reculer et de se dire non, mais vous pouvez y aller direct, mais vous pouvez aussi passer par là, c'est une très belle boucle. Puis il y a aussi celle-là qui est comme ça. Et là, on commence à diffuser et à ne pas concentrer en un seul point, finalement, toute l'attention. Et ça, c'est vraiment un travail que l'on fait alors en partage avec, donc quand on travaille sur un projet, en partage avec l'ensemble des partenaires. Et ça, s'il y a une clé que j'ai vraiment découvert, c'est qu'il ne faut pas arriver avec le projet tout fait, quoi. Et le présenter en mairie à 10h du soir en disant « Monsieur le maire, voilà, on passera par là sur une carte ». Ça, en fait, ça fonctionne assez mal et ce n'est pas très constructif. Par contre, se dire on va tous se réunir là ce matin, 9h du matin, on se donne rendez-vous, il fait un peu froid, tant pis, et là on va marcher, on ne sait pas très bien où on va, on sait bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, et puis voilà, il y a cette conseillère municipale qui nous dit ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à chercher les cheminements, et puis en cherchant dans la lande, on s'est retrouvé à suivre des murs, des vieux murs un peu détruits, mais magnifiques. Alors, je suis toujours sur la pointe du Ralin, donc des murs dans la lande. Et d'un seul coup, ces éléments de patrimoine, l'ancien maire dit, oui, c'est vrai que là, c'était ouvert, on y passait avec les troupeaux, et ces murs pourraient très bien être refaits. Puis on arrive sur une dépression, et derrière la dépression, une ancienne parcelle déboisée. Et là, on se dit, ça serait vraiment un chouette coin pour mettre les camping-cars, parce que ils sont, et le stationnement. On sortirait par cette zone humide, il y a des saules magnifiques qui se tordent, donc là on pourrait passer avec juste une petite passerelle très fine et surtout pas un long platelage, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on subit sur les sites. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien traverser longuement les zones humides. Ça, c'est assez étonnant de voir des aménagements qui ne se révèlent que par des aménagements un peu lourds comme ces platelages en bois qui n'en finissent pas. Enfin, là, juste une petite passerelle. Puis après, les pieds sur terre, surtout avec les murs de pierre qu'on peut suivre. Et donc, on arrive sur une parcelle qui venait d'être déboisée. Et on se dit, voilà, là, ça serait formidable, mais bon... le conservatoire du littoral n'est pas propriétaire, on est sur des propriétés privées. Et là, la dame qui venait de nous dire qu'elle s'était fait voler la pointe nous dit « Ah ouais, c'est une parcelle qui m'appartient et je viens d'exploiter le bois. » Faire un stationnement à cet endroit-là, oui, pourquoi pas, il faut y réfléchir, mais le conservatoire, oui, je pourrais vendre une partie de la parcelle. Puis je suis assez convaincu qu'il faille vraiment mettre les stationnements. Et puis, grâce à ça, quand même, je libère la pointe et je pourrais aller m'y balader plus tard, quoi. Donc, quand on aura tout cassé. Et donc, on voit que là, finalement, en une demi-journée, il y a une semaine, on est passé d'un diagnostic partagé, d'un sentiment un peu de gâchis, mais quand on s'est avancé, de la beauté, de la force de ces pointes qui s'avancent en mer, à l'énergie d'un projet où on a commencé à chercher ensemble des fils, à trouver finalement un endroit et à trouver même le propriétaire et à commencer à envisager des acquisitions pour la création. Enfin, tout ça en quelques heures. Donc on voit vraiment que parfois, le terrain ensemble permet de gagner un temps incroyable, quoi. Et très souvent, après ces séances de terrain, on nous dit c'était bien quand même. Hein. Ouais, et puis là, on a vu ça autrement, on a vu découvert. Et puis ce qui est très très beau aussi, c'est que pendant ces moments de partage, la parole est égale. Parce que quand on est comme ça dans une réunion en mairie, on est dans la salle du conseil municipal, le maire a repris sa place, il distribue la parole, il y a des gens qui n'osent pas prendre la parole, quoi.
C'est intimidant. On est dans quelque chose qui est assez hiérarchisé, avec une autorité, enfin logique, hein, on est dans la salle du conseil. Et cette difficulté de prendre la parole, en fait, dès qu'on commence à marcher ensemble, ça y est, elle tombe. Et des gens se disent « Ah oui, tiens, moi j'ai fait ça ». Enfin, je me souviens là d'une balade qu'on faisait dans un bourg en Creuse, où d'un seul coup on se balade, et puis les employés communaux continuaient à utiliser les pesticides pour nettoyer bien les trottoirs. Enfin, voilà, ce contre quoi, bien sûr, on se bat. Mais, et puis d'un seul coup, il y avait un endroit où plein de fleurs, des fougères dans les murs, et puis les fleurs qui envahissent le trottoir. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et puis un petit pépé qui vient me voir et me dit, ouais, ça c'est chez moi. Et puis quand les employés communaux ils arrivent, là je les engueule. Et puis de toute façon j'ai la fourche, hein, donc oula, donc, comme ça. Et là j'ai dit, ah stop, on arrête là. Monsieur là, va nous dire quelque chose, quoi. Et il a commencé à décrire son trottoir fleuri, comment cette petite fougère, il l'avait soignée, comment il en avait rajouté un. Et d'un seul coup, la beauté de ce trottoir comme ça, et à côté c'est mort, à côté c'est empoisonné. Enfin, et d'un seul coup, juste cette parole, et là la chance c'est qu'on avait l'employé communal avec nous, c'est ah oui d'accord, je comprends là, oui si vous le prenez comme ça, peut-être que je vais changer un peu. Donc on voit que ces échanges-là vont jouer sur le projet, mais vraiment dans sa globalité, mais aussi sur les modes de gestion. Et puis on peut se dire, bon, là, monsieur le maire, vous avez mis des jardinières, là. Elles sont en plastique, rose. Derrière, vous avez quand même une chapelle enfin, voilà, du 12e. Est-il besoin de mettre des jardinières roses devant, quoi? Oui, mais c'est pour faire joli. Joli. Oui, mais derrière, c'est beau. Donc, est-ce qu'on peut faire plus que joli et faire beau, quoi? Et là, est-ce qu'on peut cacher avec là la jardinière? Oui, c'est vrai qu'elle est très rose quand même. Et puis elle est très en plastique, quoi. Et puis, enfin, quand on réfléchit à ce que c'est qu'une jardinière, enfin, c'est quand même un peu terrible. C'est en fait mettre sous le contrôle absolu de l'homme la vie d'une plante. C'est-à-dire que si je ne suis pas là pour arroser la plante, elle crève. Donc c'est la maîtrise totale de la nature, quoi. C'est lui interdire d'avoir une communication avec la terre. Alors qu'un végétal, son grand intérêt, c'est qu'il puise dans les profondeurs de la terre qui nous sont inconnues, avec ce monde incroyable qu'est le sol vivant, et restitue au soleil et à l'espace, finalement, par ses frondaisons, cette liaison entre la terre et la mer. La jardinière empêche ça, en fait, et puis on va déplacer un végétal, alors que la nature d'un végétal, c'est plutôt de rester assez fixe, quoi, bien ancré et enraciné, quoi. Donc en fait, c'est tout faux, quoi. Et bien souvent, alors le pire, c'est après les jardinières en béton lavé. Alors on les utilise pourquoi? Oui, mais c'était bien pour empêcher les voitures de rentrer là, parce que oui, mais on peut mettre une pierre simplement, on peut mettre des potelets ou des bornes, mais pourquoi utiliser ce végétal prisonnier et vivant sous perfusion à cet endroit-là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense à la gestion. Il y a des restrictions d'eau, et c'est logique. Donc laissons les végétaux vivre leur vie. Et bien souvent, quand on commence à regarder... Là, il y a un petit sureau. Tiens, ici, il y a une encolie naturelle qui est venue. Voilà, si peut-être on peut avoir en gestion différenciée, laisser tout ça vivre. On dépensera beaucoup moins d'argent parce que ce qui pousse naturellement dans une haie, c'est des végétaux qui sont venus, les glands sont venus se faire déposer par un jet des chênes où se sont déposés. Et ce sont donc l'espèce qui est là, et l'espèce, enfin la sous-espèce ou la variété qui est adaptée au lieu, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je me retrouve à ne plus rien planter, mais attendre que ça pousse. Et ça marche assez bien. Alors il faut un peu de temps. Alors c'est vrai que quand on est sur une place urbaine, qu'on veut... mais le végétal a besoin de temps. Et il faut être patient. Et c'est pour ça que ces projets où on déplace des arbres énormes en disant ben voilà, il y a déjà une forêt adulte, paraissent aujourd'hui complètement inconsidérés, quoi. C'est en plus dans une recherche de sobriété, d'éviter des transports de terre, d'éviter des transports de matériaux. Le fait d'avoir un regard sur ce qui est déjà
proposer, parce que j'étais frappé, là, il y a une zone d'activité qui s'est fait à Guéret, près de chez moi. Il y avait des très belles haies, un arbre magnifique au milieu. Ah ben ils ont tout coupé, ils ont tout fait ras, comme ça. Et puis ils ont remblayé. Comme ça, on avait vraiment le terrain plat pour que... Et puis après, ils se sont dit, oh, c'est nul. Donc ils ont planté. Donc ils ont fait des creux, des trous dans le remblai, mis un peu de terre, mis des végétaux qui ont tous crevé. C'était une catastrophe, quoi. Et simplement finalement d'avoir regardé le système de haies, le système, les arbres, aurait permis finalement d'intégrer, de permettre finalement au projet de s'insuffler dans l'énergie de ce paysage. Et puis une haie, alors je pense aussi à beaucoup d'écoquartiers ou de lotissements sur lesquels on a travaillé, où le premier regard, c'est les haies, où sont les fonds où circule l'eau, parce que là, il y a sans doute une masse d'eau qui est importante, les arbres, et on va construire avec ça. Alors des fois, on ne peut pas faire les 24 lots qui étaient prévus sur la première esquisse en tablette de chocolat, ouais, tout, tap, 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 comme ça, le plan très... Mais on va être à 12 lots. Et là, le fait de travailler, par exemple, sur ces écoquartiers, alors ça, c'était intéressant, les écoquartiers, parce qu'il y avait cette dimension, effectivement, de recherche, de sobriété, de composition, d'aller avec le site, finalement, permettait de dire, non, mais 12 lots, c'est peut-être bien. Et puis là, la grande prairie, on va la garder. Et puis, de toute façon, c'est en relation avec la cour de l'école, et les gamins pourront courir. Et c'est là que peut-être que, donc là, on est en plein dans ce zéro artificialisation nette, le ZAN qui arrive, et on sent des élus assez remontés en disant ah zut, ça va nous empêcher de bâtir, de construire. Mais finalement, quand on se retrouve à regarder les emplacements de façon fine et à se dire non, cette prairie, bien sûr, on pourrait construire, tous les réseaux y arrivent, mais quand même, le front urbain ici, et quand j'arrive depuis ce sentier, j'ai cette vue sur le village, wow, c'est quand même là que j'habite, c'est ce qui ferait vraiment le caractère. Par contre, construire légèrement sur le côté ici, en laissant ce front, là il y a quelque chose qui peut être important. Mais si on ne vient pas avec le maire sur ce sentier, si on ne fait pas cette balade, c'est-à-dire on a peu de chance finalement, parce que sur le cadastre, ça fait un trou vide, c'est la dent creuse, et donc ça, c'est bien à remplir. Et c'est là que, voilà, ne pas voir le projet à travers simplement le plan, mais surtout, le plan, il vient bien après, mais le voir donc à partir du terrain, et un terrain qu'on va nommer. Ce que je trouve aussi assez passionnant quand on se balade avec les gens, on dit ah oui, ça s'appelle les Prades, là, ça a toujours été le... Ah oui, puis alors là-haut, ah non, mais ça, c'est la dernière fois, c'est le champ des pâtés aux pommes de terre. On dit, ah bon, oui, parce qu'il y a la fête des pâtés aux pommes de terre qu'on fait toujours là, et d'un seul coup, ce champ qui aurait pu être bâti, il prend valeur, et c'est un usage, et puis d'un seul coup on peut le travailler pour que cet usage soit encore plus développé. Et donc c'est ces échanges-là sur les usages, sur la valeur, la beauté des choses qui va progressivement faire monter le projet. Alors le partage, des fois on le pousse assez loin, c'est-à-dire que la dernière fois on était sur un vague parking où des camions se garaient, juste sous le village de Perlevade, sur le plateau de Millevaches, donc en Limousin. Et on sentait bien qu'il y avait besoin d'une plateforme pour la fête de la musique, pour le marché, parce qu'il n'y avait pas de quoi, parce qu'il y a des gens qui avaient envie de jouer au boule, et jouer au boule sur un terrain en pente, c'est quand même pas très agréable. Donc on s'est dit, là, voilà, il faut regagner une terrasse en relation avec la place du bourg qui est là, un escalier qu'on peut faire. Et donc, comme le terrain est en pente, il faut construire un mur. Donc, alors, où va-t-on mettre le mur ? Et là, plutôt que de le dessiner en plan, on s'est dit, tiens, on va se tenir la main, puis on va faire le mur. Et puis on s'est déplacé comme ça, et puis on s'est dit à un moment, là c'est bien. Alors il y a celui qui joue au bout, il dit, attendez, je vérifie. 12,50 m, c'est bon, je peux faire mon terrain, donc c'est bon. L'autre qui faisait la fête de la musique dit, bon alors si je mets le podium ici, non, ça c'est pas mal. Et puis donc on était là très contents en disant, voilà, ça c'est le mur, puis j'explique de façon un peu experte.
voyez tous les murs qui sont tout autour de ce bourg, qui descendent en terrasse, des murs de granit, là, en fait, sont tous très rectilignes, et ça fait comme des facettes. Donc nous, on va rajouter une facette. Donc j'explique ça. Et puis j'entends quelqu'un derrière qui dit ouais, non, c'est pas bien. Et je me retourne, il y avait un grand-père qui était là, qui disait non, c'est pas bien. Alors, donc je me retourne, et là j'ai ce mot malheureux. Je dis monsieur, rentrez dans le rang. Et là, je me dis, ah oui, non, là, je joue aux instituteurs et je dis à quelqu'un du coin, rentrez dans le rang. Ça. Donc là, je me reprends en disant, bon, alors vous proposez quoi? Et donc le monsieur qui était derrière, il dit, eh ben, moi, je bouge pas, et puis vous bougez. Et donc ceux qui étaient à l'angle là, en fait, sont restés. Et puis, en fait, on a fait un arrondi. Ce qui était moins juste sur le problème. Mais d'un seul coup, tout le monde était en arrondi, puis les gens se voyaient, ils étaient très contents. Et en fait, le mur, on l'a fait arrondi. Et cette expérience, alors c'était peut-être un tout petit peu moins juste par rapport au contexte, mais il s'est passé là quelque chose de tellement fort qu'aujourd'hui, le mur arrondi fonctionne vraiment très, très, très bien. Et puis après, il fallait planter un arbre. Donc là, on a donné un parapluie au maire. Et puis on a bougé le maire. Et pendant un quart d'heure, non, un peu plus à droite. Oui, encore un peu plus. Là, c'est bien, mais il faudrait que tu t'avances, là, comme ça. Oui, attends, là, je vérifie que si on est bien dans l'axe de la petite rue qui descend, parce que oui, alors là, si tu te mets comme... Ouais, là c'est pas mal, quoi. Donc le maire, à un moment, a dit, ah ouais, bon, allez, c'est bon, là, on plante le piquet, et on a planté l'arbre à cet endroit-là, quoi. Et cette expérience, finalement, de ce prototypage humain qui fait qu'on devient les motifs du paysage, on les joue. Ce sont des moments de grande jubilation. Enfin, le projet n'est plus du tout un monde à affronter où il va falloir faire passer la chose au maire. Non, on le construit ensemble. Et je ne travaille plus que comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette situation du concepteur dans sa chambre d'artiste va avoir la parole fabuleuse qui fait que je vais le montrer d'abord au maire et puis après le ruissellement, quoi. Là, nous, on n'est plus du tout dans le ruissellement, mais plutôt dans l'imprégnation, quoi. Donc, on fait naître le projet tout doucement. Mais pour ça, moi, il a fallu que je m'habitue à ça parce que on est tellement dans le projet que il faut se restreindre, il faut ralentir finalement le moment où on passe. Et là, avec un urbanisme de l'agence, donc une agence rurale d'urbanisme, l'Arban, du plateau de Millevaches, là, de Faux-la-Montagne, Stéphane, cet urbaniste, me disait va pas aussi vite vers le projet. Puis comme moi, je dessine toujours, donc je dis ah ça c'est bien, alors je dessine le mur. Monte pas trop vite le projet, parce que tes dessins ils sont presque trop beaux, et après on réfléchit plus. On dit, ah oui, non, mais le dessin il est tellement beau que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais c'est peut-être pas encore tout à fait mûr. Donc il me dit, dessine pas trop vite. Et ça, c'est vraiment voilà. Alors il faut se restreindre parce qu'on a envie d'aller vers le projet très, très, très vite. Et le fait, finalement, de rester sur un diagnostic partagé, d'attendre vraiment une maturité du projet. Et pour ça, généralement, on se rend compte qu'il faut 3-4 ateliers. Alors, c'est des ateliers qu'on fait quand on a la chance de pouvoir être retenu en proposant ça. Toujours, alors souvent le samedi matin, parce que c'est là qu'on a aussi les gens qui travaillent. Il y a donc une invitation très très large. Même si on travaille sur un bourg, c'est tous les hameaux autour, voire des gens qui viennent des communes ailleurs, qui sont intéressés, que ce soit un écoquartier, un cheminement, ce qu'on pourrait appeler des sortes de petits plans paysages préalables au PLUI qui arrive. Parce que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, c'est des monstres, quoi. Les équipes qui travaillent là-dessus doivent travailler sur 40 communes. On s'épuise complètement et tout ce travail que l'on fait finement avec les gens, finalement, on ne peut pas vraiment le faire. Donc là, on fait des travaux finalement à l'échelle de la commune, qui est quand même une très belle échelle, quoi. L'échelle communale avec le maire, le conseil municipal, cette proximité avec les habitants, c'est une richesse absolue. C'est pour ça quand j'entends certains dire non, l'échelle communale, c'est trop petit, il faut tout rassembler en grande com, abandonner les communes. Quel malheur, ça serait d'abandonner cette échelle. Alors surtout dans les bourgs ruraux, il y a cette proximité. Moi, j'habite un village qui fait 200 habitants. Dans mon petit hameau, on est 15. Mais
là, il y a vraiment une échelle majeure. Et dès qu'on travaille à l'échelle de la Comcom, d'ailleurs, personne ne sait qui est président de la communauté de communes. Enfin, c'est une espèce de nébuleuse un peu lointaine pour les habitants. Donc, revenir pour nos projets vraiment à ces échelles de la commune, du bourg, de la proximité, et prendre du temps, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est là que les CAUE nous aident énormément, parce que souvent, ils sont à l'affût de l'intérêt que va porter un élu au paysage à cette démarche, vont préparer peut-être un cahier des charges, trouver des financements, départements, régions, voilà, on va chercher, et puis créer. Et souvent, on est, je vois en Creuse, très souvent accompagné soit par l'architecte, soit le paysagiste du CAUE qui donc font ensuite du relais. C'est pour ça que là, c'est vrai que ce travail entre les architectes et paysagistes qui sont dans des structures, soit associatives, soit en collectivité locale, et puis les libéraux, là, il est vraiment important de tisser le réseau. Il n'y a pas longtemps, on a eu la rencontre du réseau Paysage Occitanie, là, donc sur un projet que je fais sur le Cosméjean en Lozère. C'était vraiment extrêmement intéressant, et on a besoin finalement de tisser ces réseaux, et des réseaux qui ne soient pas corporatistes, que paysagistes, que urbanistes, que architectes, mais vraiment que ça croise. Là, il y a vraiment un besoin, et c'est pour ça que là, le fait de sentir aujourd'hui, voilà, ce travail aussi bien qui mélange architectes et paysagistes, c'est vraiment d'une très très grande richesse. Après, il est certain que tous les projets qu'on va défendre sont aussi portés par un engagement très, très clair, voire un militantisme qui est vraiment celui de la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que les implications qu'entraîne voilà, de devoir prendre cette transition fassent partie complètement du projet. Et ce qu'on découvre, et c'est un petit peu également le propos du collectif PAP, c'est Paysages après pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif. Allez voir leurs écrits. C'est un collectif. On est une petite centaine, donc des spécialistes de plein de disciplines, hein, des urbanistes, architectes, paysagistes, mais aussi agronomes, économistes, artistes. Et l'idée là, c'est vraiment que se rendre compte finalement que la démarche paysagère peut être mis au profit vraiment de la transition écologique, et que si on aborde vraiment les choses avec cette démarche paysagère, on a des chances de passer la transition écologique de façon plus douce, plus agréable et plus constructive. Et la démarche paysagère, c'est d'abord apprécier ensemble la beauté du monde, parler d'harmonie et de beauté, et pas avoir peur de prononcer ces mots et de les vivre. C'est partir du site. Ça, c'est vraiment une base. Ne pas imposer un projet fait en salle à un site, mais partir vraiment du site, partir de sa contemplation, de son partage. C'est partager le projet, c'est avoir plusieurs points de vue et ne jamais enfermer le projet dans quelque chose de monofonctionnel. Ça, c'est la mort du paysage. Voilà, là, ça ne sera que de l'habitat, là, que de la zone d'activité. Et c'est vrai que les documents d'urbanisme qu'on a ont tendance à finalement sectoriser comme ça, et c'est vraiment souvent la mixité de ces fonctions qui va permettre de trouver une harmonie. Quand d'un seul coup, avec l'agro-industrie, ici c'est un champ de betteraves, il fait 40 hectares et il n'y a que des betteraves, quoi. Donc il n'y a pas d'autre fonction que de produire de la betterave, quoi. La fonction écologique, il n'y a plus rien, de toute façon tout est mort, le sol est mort, etc. La fonction d'usage, il n'y a plus de chemin. Tous les chemins communaux ont été rachetés et ravagés. Il n'y a plus de parcourabilité. Et donc, retrouver finalement la plurifonctionnalité des paysages semble être quelque chose d'extrêmement, extrêmement important, quoi. Voilà. Et puis, rassembler cette démarche autour d'un projet partagé. Ça a été très bien écrit et conceptualisé par ce collectif Paysages après pétrole, notamment Odile Marcel, qui est philosophe et qui a travaillé sur ce thème. Donc, je vous invite vraiment à regarder les articles qui ont été créés. Et j'ai écrit un article, le premier article que j'ai écrit pour le collectif PAP s'appelait « Le temps des soustractions heureuses », où j'explique effectivement le premier travail qu'on a à faire quand on arrive sur un site, c'est d'enlever des choses et d'en rajouter le moins possible.
Et on enlève, jusqu'au moment où finalement le site se révèle pour sa force et sa beauté. Le problème, c'est que souvent, c'est des sites, et je l'ai vu par exemple sur la Pointe des Poulains, au bout de Belle-Île, on a fait un projet, on a retiré beaucoup de choses, mais vite après, quand les gens de la Comcom sont venus et eux n'ont pas participé au projet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté. Et que je te mets des petits panneaux ici. Il y avait même un panneau où ils étaient très contents de montrer ce qu'on avait fait. Voilà. Et puis ici, l'homme est un impact pour la nature et l'environnement. Avec ça comme titre. Vous imaginez quelqu'un qui se balade, d'un seul coup, il se dit « L'homme est un impact pour la nature ». Waouh! Moi, je suis un impact. Et puis impact de... c'est l'impact. Donc, en fait, je suis méchant, quoi. Et en fait, on veut tout le contraire. Bienvenue dans cette nature. Voilà, on va s'arranger pour que les cheminements qu'on vous propose, sans qu'ils soient trop guidés, finalement, permettent aussi à la nature d'exister. Et je pense que ce qui a été assez réussi sur le Cap Fréhel, c'est-à-dire qu'on a réussi, alors qu'il y a 1 600 000 visiteurs, c'est quand même un site très fréquenté, finalement, à tenir une lande, qui est quand même une lande Natura 2000, qui est vraiment une très grande lande littorale, avec cette fréquentation. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on a réfléchi sur les cheminements? C'est-à-dire qu'on a, par exemple, évité toujours les cheminements en baïonnette. Vous voyez, les cheminements où, d'un seul coup, on marche, on dit « Oh, c'est vachement beau », puis là, d'un seul coup, clac, avec un panneau « Non, interdit ». Alors là, comment interdit? Non, attendez, bouge pas, je passe, quoi. Et là, je franchis. Ça marche pas. Et donc là, on s'est dit, plutôt que d'interdire là, d'un seul coup, le chemin, on le fait tout doucement se dérouter, avec quand même une vue sur l'îlot qui est là, et donc très doucement, et après, hop, je reviens comme ça. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fluide. Ça se dessine pas sur un plan. Ça se vit sur le terrain. Et le nombre de fois pour créer ces sentiers qu'on passe 1 fois, 2 fois, alors quand des fois c'est la broussaille, dans le maquis corse par exemple, c'est très compliqué parce qu'on ne fait pas ça aussi facilement. Donc on fait un premier layon, puis après on travaille avec les gardes littorales, on fait un deuxième layon. Enfin, on se donne le droit à l'erreur. Non, finalement, c'est pas là, c'est ici. Et en fait, pour moi, créer un sentier, c'est presque la plus belle création paysagère. Et il est vraiment réussi quand d'un seul coup le sentier paraît tellement naturel qu'il semble être là depuis des millénaires, quoi. Et surtout de ne pas le revendiquer comme un acte de création et de projet, mais de l'inscrire dans un site en lui donnant une intemporalité, me paraît vraiment être quelque chose qui va porter finalement l'émotion qu'on a devant un paysage. Et c'est pour ça que l'utilisation notamment de la pierre sèche, qui outre c'est bien fait, puisque là c'est vraiment, on prélève la pierre, on la met, il n'y a pas de ciment, il y a des cavités, du point de vue écologique, naturaliste, c'est vraiment remarquable. Du point de vue de l'histoire, on reprend finalement ce qui se faisait il y a peut-être 1000 ou 2000 ans. Donc on a une continuité, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on se dise non, là ça sera l'époque du Corten, l'époque du gabion. Voilà. Donc le Corten et le gabion, il y en a un peu marre, quoi. Je pense qu'on aura un moment dans l'Anthropocène des séries comme ça, il y aura une série plastique, une série Corten, là, et on se dira ah oui, ça a été la mode à ce moment-là. Mais c'est presque un peu déjà dépassé, quoi. Donc, finalement, on n'a peut-être pas besoin d'en rajouter. La signalétique doit être vraiment minimale. Et quand un sentier est bien fait, il n'a même pas besoin de balises. Il vient de pair. Alors, on va travailler, bien sûr, pour se dire, là, il y a un sentier qui nous embête, parce qu'il va vraiment sur un site de nidification intéressant. Mais, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout pas mettre une ganivelle et un panneau, ou quand on est en bord de falaise, parce que c'est dangereux. Alors, c'est terrible, parce que des fois, on voit arriver, là, je travaille sur Étretat, il y avait des panneaux, mais énormes, avec quelqu'un qui tombait de la falaise. Et vous imaginez, là, on est là quand même pour vivre pleinement, on est en vacances, et d'un seul coup, et là, d'un seul coup, je vais mourir. C'est terrible, ça. Voilà, se rappeler à la mort et à l'accident et à la douleur, alors qu'on est là, au contraire, pour vivre pleinement. Donc, si on arrive à ne pas rendre anxiogène ces cellules et à enlever ces panneaux et simplement mettre quelques fagots, des fois, en fait, on est assez paresseux quand on marche sur un sentier. Et souvent, on utilise le sentier qui est le plus confortable. Celui-là, je vais le prendre parce que je ne vais pas me tordre les pieds.
Alors que celui qui est à côté, je vois qu'il y a des pierres qui sont comme ça, et là, je risque vraiment de tomber. Et donc, on va, du coup, accentuer la chose en mettant des pierres un peu hérissées, ou comme ça, à vue, non, là, j'y vais pas. Là, là, je vais me tordre les pieds, quoi. Et donc, dans mes CCTP, mes cahiers des clauses techniques particulières de mes chantiers, j'ai une ligne pierre hérissée, où je demande aux entreprises d'hérisser les pierres et de faire quelque chose de très inconfortable à l'œil, mais aussi aux pieds, quoi. Donc, et là, j'ai même pas besoin de mettre un panneau, parce que de toute façon, et la végétation va venir entre, et tout ça va se boucher très, très, très vite, quoi. Et on n'aura pas mis de mobilier, on n'aura pas mis... et vous voyez, la sobriété, elle est dans cette absence parfois de panneaux, de mobilier, des mobiliers qui vont être lourds à l'acquisition et à la mise en place, mais lourds après en termes de gestion. C'est pour ça que ces plattelages qui n'en finissent pas, alors qu'ils font très très bien hein, dans les revues, quand il y a un beau platelage avec un zigzag comme ça, waouh, j'ai fait un projet. Hein. Alors qu'un petit sentier dans l'herbe, ça c'est vrai que c'est un peu moins glamour, quoi. Mais qu'est-ce que c'est mieux sur le terrain, quoi. Le platelage, ça fait du bruit, puis ça s'impose au paysage. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'élève au-dessus de la nature parce que la nature et l'herbe à côté est quand même un peu dangereuse, elle peut me griffer. Enfin, donc il y a cette notion de nature pas sympathique. Ou alors à l'inverse, non, l'homme s'il marche sur le sentier, il va tout écraser. Et il va faire du mal à la nature, donc l'homme est méchant, quoi. Donc on a vraiment, à travers ce motif-là du platelage, le sens que ça a, c'est vraiment l'objet qui dit on ne rencontre pas finalement la nature et on n'en est pas proche. Et c'est pour ça que voilà, se balader sur les sentiers de montagne dans les Pyrénées où on voit progressivement le sentier se simplifier et puis juste après une trace, voire terminer en escalade sur l'Aneto ou le Vignemale. Bon, là, il y a vraiment une progression. C'est là-dessus aujourd'hui qu'on travaille sur Cauterets, quoi. Donc, s'engager dans la transition écologique, alors c'est bien sûr, ça va sans dire, travailler sur l'absence de chimie. Mais il faut vraiment être très, très vigilant. Quand on fait quelques plantations, le réflexe qu'ont les entreprises espaces verts de mettre un peu d'engrais, de mettre un peu de pesticides, de machin. Et là, il faut vraiment veiller à ce que cette chimie... quand on voit l'effondrement de la population d'insectes, là, on se dit, non, il faut arrêter. Là. Donc, et on peut le faire aussi à notre niveau en étant extrêmement exigeant, de dire pas de chimie. Pas de chimie, notamment aussi dans le traitement des bois. Les bois rondinaux là, traités au sel métallique qui vont après relarguer toute leur chimie dans le sol. Là, il faut arrêter ça. Et finalement, apprendre la patine, apprendre qu'un bois va vieillir. Alors après, on peut utiliser du robinet là, ou du mélèze. Là, on est classe 4 naturellement. Et ça. Donc, choisir plutôt ces bois et plutôt les choisir local, quoi. Et la difficulté, c'est de ne pas avoir une traçabilité. C'est pas toujours facile dans nos CCTP de dire. Alors, on peut dire préférence à des bois locaux. Mais après, quand on décortique les appels d'offres, on se dit tiens, cette entreprise là, voilà, elle nous dit qu'elle a une petite scierie à côté, donc les filières courtes, quoi. Filières courtes aussi pour la pierre. C'est vrai que c'est un peu troublant. Je vois par chez moi, quand on construit un mur de granit, finalement, le granit, il est moins cher quand il vient de Chine que quand il vient de la carrière d'à côté. Waouh. Donc comment on fait alors est-ce qu'on fait un AOC, appellation d'origine contrôlée granit, comme l'a fait Perros-Guirec avec du granit rose, peut-être, comme ça, mais pas facile à imposer, parce que parfois il y a des gens qui se font payer par la région le granit local, mais en fait c'est des revendeurs de granit portugais. Donc là il faut rentrer vraiment dans toutes ces filières pour assurer finalement ces filières courtes. Et puis dès qu'on a un œil un peu sur la géologie, on se dit non, là le calcaire c'est pas exactement celui-là. Donc là voilà. Alors ça pose le problème des petites carrières locales qu'on aimerait bien pouvoir réouvrir, parce que parfois, le fait d'utiliser la pierre du coin, c'est aussi des murets et des bâtiments qui sont détruits pour, du coup, reconstruire ailleurs. Et là, c'est du patrimoine qui s'en va. Donc là, il y a toute une réflexion sur ces filières. Les plantations aussi... très souvent maintenant, si vraiment on a besoin de planter, par exemple sur le Causse-Méjean, on a fait tous les fonds de grange.
C'est-à-dire qu'on est passé voir les paysans et puis on a dit est-ce qu'on peut récolter la poussière de fonds de grange? Et là, c'est plein de graines. On a jeté ça et aujourd'hui, on a une pelouse d'une diversité incroyable, quoi. Et donc, c'est les fonds de grange qui sont à côté. Enfin, voilà, à nous de trouver aussi des solutions. Et pour ça, on sent bien qu'il nous faut des petites entreprises. Et c'est pour ça que l'idée que ça sera plus facile pour un chantier de faire un lot qui réunit absolument tous les corps d'État. En fait, ça marche pas en paysage, quoi. Il vaut mieux avoir le petit lot menuiserie, le lot pierre sèche, le lot maçonnerie traditionnelle, le lot terrassement, et diviser tout ça. Et finalement, on s'en porte beaucoup mieux. Et bon, on a à faire un peu plus de coordination, il y a un peu plus de papier, des certificats de paiement, mais c'est quand même. Et puis là, on est sûr d'avoir des petites entreprises. Et là, ce choix des entreprises locales qui eux, connaissent les filières courtes, ils connaissent même des fois, il n'y a pas de bois, donc on achète du bois, on le coupe, on va voir une scierie locale. Enfin, tout ça fait partie finalement de cette sobriété recherchée. Ça, c'est quelque chose qui peut rentrer dans les CCTP. Mais des fois, notre boulot, c'est d'aller aussi à la rencontre de ces entreprises. Alors, je pense notamment aux muraillers pierre sèche. Alors eux, aller sur Corus, c'est un monde, quoi. C'est un truc absolument indépassable, quoi. On dit non, mais on va vous aider. Voilà, aujourd'hui, on est obligé d'y passer. Vous ne pouvez pas donner simplement votre facture. Et donc, on doit. Corus, c'est le logiciel par lequel on est obligé de passer maintenant pour se faire payer. Mais il y en a, ils ont l'ordinateur, ils préfèrent manier la pierre, quoi. Et c'est des très très bons artisans. Et du coup, en fait, ils répondent plus du tout au marché public. Et ça, c'est quand même un gros problème, quoi, de voir qu'on se passe d'artisans tout à fait remarquables parce que, justement, et peut-être que notre boulot de maître d'œuvre, alors on est un peu limite parce qu'on va favoriser une entreprise plutôt qu'une autre, mais il y a un moment, il faut bien essayer de faire vivre des gens dans le pays et puis d'avoir des artisans locaux qui, en plus, souvent, on la mémoire, les mémoires d'où on tirait la pierre. Là, on travaille avec un lausier sur le Cosméjean, mais c'est incroyable. Il a la mémoire. Tiens, il y a tel endroit, ça, c'est les bonnes lauses, quoi. Et donc là, il a. Donc c'était le champ de son oncle, donc il a décrouté. Il a pris des plaques de lauze et pendant 3 mois, en hiver, il a taillé ses lauses. Et après, il les a mis sur la bergerie. Enfin, un travail absolument incroyable, quoi. Et plutôt que de les acheter dans la carrière avec des lauses qui sont plus gélies. Enfin, voilà, là, il y a une connaissance. Et avec un peu de chance, il va passer le relais. Et tout ce savoir-faire va pouvoir perdurer, quoi. Voilà, donc on sent qu'il faut être vigilant vraiment sur tous les fronts, sur la grande composition, en essayant vraiment d'être au service du site. Et puis quand on passe au chantier, être vigilant sur vraiment toutes les natures de travaux. Et ça, c'est aussi une sobriété financière, parce que souvent, c'est des projets qui sont quand même souvent un cran moins cher que le projet un peu bling-bling qui va sortir, les derniers gabions à la mode. Le gabion, c'est terrible quand même. Enfermer les pierres dans des cages, mais je trouve ça affreux, quoi. Vraiment. En plus, les gabions, j'ai une expérience là. C'était sur le Cantal, une petite rivière adorable comme ça, une EHPAD ici et puis une cour d'école. Donc, les gens avaient l'habitude de se balader en bord de rivière. La rivière a débordé, donc on a mis des gabions, mais vraiment de protection, il y a 35 ans. Les gabions ont rouillé. Ils se sont éclatés. La ferraille est partout, impossible à tirer parce que dans les blocs, et il y a des bouts de ferraille bien pointus, parce que bien aiguisés comme ça, qui sont de partout. Résultat des courses, tout le bord de rivière est interdit avec une grande rambarde, une grande grillage. Attention, berge dangereuse. Tout simplement parce qu'il y a des vieux gabions, quoi. Donc voilà, alors qu'on aurait fait ça en pierre sèche, et on peut avoir des très beaux ouvrages. Là, on était encore une fois là sur Cauterets, où il y a le Péguerre, qui est une énorme montagne qui est juste au-dessus de la ville et qui se casse la gueule. Et depuis des dizaines d'années, on fait des murs en pierre sèche parce qu'on se rend compte que le béton, ça marche pas et que la pierre sèche, c'est vraiment pour éviter que la montagne ne tombe, quoi. Et c'est l'ONF qui travaille là-dessus, c'est le RTM, donc, et c'est absolument remarquable, quoi. Donc on a des techniques, même pour tenir des routes, hein. On sait maintenant que la pierre sèche est devenue, alors patrimoine mondial de l'UNESCO, mais est devenue donc du coup une technique reconnue.
il y a les DTU qui sont là, il y a des qualifications de muraillers. Enfin, ça y est, on peut vraiment utiliser cette technique et éviter ces horribles engrillagements de pierre. Et puis, ne pas sortir le ciment tout de suite, quoi. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on fait, et ce qu'on a fait aussi là sur le Cosméjean, c'est qu'on laisse la place à l'autre vivant. L'autre vivant, c'est notamment l'animal, quoi. Et on fait des trous partout. Alors le copain architecte, là, à un moment, il dit non, mais arrête de faire des trous. Là, je dois quand même faire quelque chose qui résiste, donc au froid. Mais du coup, donc dès qu'on fait un mur, on fait des caches suffisamment profondes pour pas que le gel puisse y aller. Donc des gîtes à reptiles, des gîtes pour donc les chauves-souris en faisant des trous. Et ça, peut-être que, au vu vraiment de cette alerte majeure de voir les populations d'oiseaux, d'insectes, de reptiles vraiment donc tomber en flèche. Si tous les paysagistes et les architectes se mettaient à faire des gîtes partout, des trous partout, pour que des abeilles maçonnent, pour que des chiroptères, des chauves-souris, puissent se mettre, laisser leur place, je pense que voilà, c'est peut-être aussi un peu notre rôle. Puis qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des nids d'hirondelles. Alors, après, bien sûr, il y a toutes les fientes qui sont là, mais on peut mettre des petites plaques pour les chats. Enfin, on a aujourd'hui les techniques. La Ligue de protection des oiseaux a fait plein de choses là-dessus pour permettre finalement cette cohabitation vraiment heureuse avec ces autres vivants qui habitent aussi le monde avec nous et qui ont aussi le droit de citer. Ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder le film sur le Cap Fréhel. Alors, pourquoi le film a été fait? C'est simplement que donc on a eu la chance, on a été primé pour le Grand Prix national du paysage pour ce projet avec le Conservatoire du littoral. Le Grand Prix, concernant au Grand Prix de l'urbanisme qui est attribué à une personne, ce Grand Prix du paysage est attribué à un projet. Et en ça, c'est vraiment le maître d'ouvrage, le Conservatoire du littoral, qui est quand même un établissement incroyable, grâce auquel on va peut-être aller demain vers le tiers sauvage, en évitant que finalement tout ne soit urbanisé en bord de côte. C'est quand même... Et la devise du conservatoire, c'est « à tous et pour toujours ». C'est beau ça quand même. Et à tous, c'est tous les hommes, mais tous aussi la nature, donc c'est un tous collectif. Et donc voilà, ce Grand Prix est attribué. Et c'est assez intéressant. Alors, je pense qu'il y a eu un effet Covid, et que les gens avaient besoin de prendre le grand air. Et c'est la première fois que le Grand Prix est attribué, voilà, il arrive, à un projet non urbain. Mais je vois que la mer est là, donc on va l'écouter. Le Cap Fréhel est un joyau. Un espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares surplombant les côtes de la Manche à plus de 70 mètres de hauteur. D'ici, un panorama exceptionnel laisse deviner la baie de Saint-Malo, le Fort Lalatte, la mer à perte de vue. Le site est d'intérêt majeur pour la conservation de centaines d'oiseaux marins qui trouvent refuge dans ces falaises de grès rose. Sa lande s'étend sur plus de 400 hectares préservés. C'est la plus vaste du littoral breton. En fait, pour faire un projet sur un site, il faut entrer en paysage. Il faut s'en imprégner. Et pour cette entrée, en fait, la clé, c'est le croquis. Ça m'aide vraiment à m'imprégner,
à me poser, à prendre du temps. Croquis, c'est pas une photo, ça. Il faut du temps. Et puis il y a une curiosité des promeneurs et des visiteurs qui souvent viennent me voir, regardent le croquis. Et là, c'est l'échange. En fait, le croquis, comme un pointillisme, va prendre des ambiances, va nous permettre d'imaginer ce que le site pourrait être plus tard. Mais il y a un outil qui permet vraiment de rassembler l'ensemble de ces éléments de projet, c'est le schéma d'intention paysagère. Et à partir du moment où on a cette base, on peut réellement passer à la phase opérationnelle. Alain Frétet est paysagiste concepteur. Il a été choisi par le Conservatoire du littoral pour imaginer et mettre en œuvre le projet de protection et de valorisation du Cap Fréhel. Un chantier exemplaire au service de l'homme, de la nature et du territoire. La première fois que je suis venu sur le Cap Fréhel, il y avait du vent, il pleuvait et j'étais tout seul. Et là, j'étais vraiment confronté à une puissance des éléments. La mer était déchaînée. Après cette première impression, la découverte finalement d'aménagements un peu parasites. Le stationnement au pied du phare, un restaurant mal posé, des sentiers qui s'en vont un peu partout, du mobilier, des poubelles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui dépréciait finalement la force du site. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, le Cap Fréhel est le 3e site le plus fréquenté de l'Ouest français. Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2015, il incarne à lui seul sa philosophie, acheter pour tous et pour toujours. Nous réparons les terrains que nous achetons dans une optique de les inscrire dans la stratégie nationale des aires protégées, qui est une stratégie qui vise à constituer un réseau cohérent au plan écologique et permettre ainsi aux territoires qui sont parfois fragilisés de retrouver une dynamique et une attractivité à la fois économique, culturelle, sociale et également sur le plan du bon état de leur milieu. Une première phase de travaux débute en 2015. Après son acquisition par le Conservatoire du littoral, l'ancien restaurant situé juste devant le rocher de la Fauconnière est en partie détruit. Le traitement de l'assainissement, de l'eau potable, on est sur du grès, on est sur de la roche, il n'y a pas de canalisation d'eau, c'était pas possible de mettre aux normes le bâtiment. Et puis il faut imaginer les gens qui viennent manger au restaurant, donc forcément les voitures, des bus même. Enfin, c'est vrai qu'autour du restaurant, il y avait quasiment plus de végétation, on était sur la roche à nu, une énorme érosion. Bref, on a un restaurant qui tient par l'opération du Saint-Esprit, on va enlever une grosse partie. Il risque de basculer de la falaise, mais ça, c'est pas possible. Notre idée première, c'était de tout raser pour retrouver le site naturel. Et puis, au cours des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait un attachement très fort des habitants à ce restaurant qui rappelait tout un tas d'événements et tout ça. Et puis, dans le projet, on a décidé finalement de maintenir le soubassement du restaurant et d'en faire un belvédère sur la réserve ornithologique du Cap. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. En 2017, une deuxième phase de travaux est lancée. Elle consiste à restructurer la lande et à sécuriser les chemins de la pointe. On a une chance incroyable, c'est que les strates du grès font comme des marches d'escalier et on passe de l'une à l'autre sans avoir à beaucoup aménager le site. On a essayé aussi de faire en sorte que les sentiers soient doux au paysage, qu'ils caressent finalement les amples ondulations du paysage sans heurter, mais sans non plus heurter celui qui les emprunte. C'est-à-dire qu'il y avait certains cheminements qui étaient d'un seul coup extrêmement raides avec des emmarchements en bois. Enfin, ça, on les a abandonnés au profit de profils plus longs, mais plus doux. L'absence d'objets manufacturés, urbains, par la simplicité des matériaux, la pierre, le bois, point, pas autre chose. On
on a, je pense, plus de chances encore de permettre cette émotion devant le paysage pour que chacun puisse, à un moment, se dire le Cap Fréhel, je ne l'ai pas simplement fait, je l'ai vécu. Une sobriété des aménagements appliqués aux méthodes d'intervention sur site. La revégétalisation du Cap Fréhel est menée sans plantation, ni arrosage, ni engrais. L'idée, ça a été de favoriser le retour des habitats naturels. Donc il y a ces petits monophyles qui ont été posés, qui sont assez discrets, qui permettent comme ça d'entourer les zones qui étaient mises à nu. On n'a pas ramené de la terre, on n'a pas semé du gazon, et on dit que là c'est gagné parce que la lande et la bruyère, elle fait déjà 30-35 cm, donc la nature a fait les choses toute seule. On l'a juste un peu aidée au démarrage en la laissant tranquille. S'ensuit le réaménagement de l'un des points de vue emblématiques du Cap Fréhel. Là, je suis en train de dessiner le site tel qu'il était avant l'aménagement. Et c'est pas du tout évident de se replonger finalement dans ce qu'était ce lieu, c'est-à-dire une terrasse autour de la Corne de Brume sans protection, des horribles grilles vraiment défensives qui empêchaient les gens de se rendre sur le coin de la Corne parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un aplomb phénoménal. Des cairns construits partout, un sol extrêmement irrégulier, des pierres roulantes et puis un chemin pour y accéder taillé dans la roche. S'exprime alors tout le savoir-faire des entreprises locales. Pour rehausser le mur de soubassement et les murets, elles ont recours à la technique du déblai-remblai et réutilisent le grès rose, une roche spécifique au site. Comme ici, sur la Corne de Brume, et à d'autres endroits du projet. Aujourd'hui, on a l'impression que ces murets ont toujours existé, alors qu'en fait, ils ont été créés dans le projet. Et donc, on a pu faire à la fois quelque chose de très esthétique, et en même temps, on a pu incruster effectivement des gravures en fait, qui permettent aussi de suggérer en fait, les oiseaux, mais aussi ce qui se passe au large. La ligne de fougère, en fait, a gardé la mémoire du parking. Ah oui. Quand on est en haut du phare, c'est très très net. on lit Ah ouais. complètement l'ancien stade. Alors que quand on Ouais, est là, on le voit plus. L'angle droit est visible. Mais là, C'est une mémoire archéologique végétale. La végétation, elle n'a pas bougé. Il y a encore des travaux à mener sur les phares. On a travaillé un petit escalier en pierre, réutilisant à la fois du granit blond et du granit gris. Et puis après, d'autres aménagements, il y a toujours la gestion au quotidien, demande aussi toujours du travail, du suivi. Ça, c'est la commune de Plévenon qui intervient sur ces aspects-là. Donc en fait, voilà. On peut envisager aussi de réduire la largeur des voies. Bien sûr. L'usage ici ne ne nécessite pas... Honnêtement, si ça peut s'envisager. Ah oui, complètement. Tout reste ouvert et ça se fera au moment où, avec le phare. C'est vraiment concomitant avec le phare, avec le projet. En 2018, le projet de paysage du Cap Fréhel rentre dans sa phase la plus spectaculaire. Il s'agit de supprimer le parking installé au pied du phare, de le revégétaliser et de faire reculer le stationnement au niveau du parking communal.
L'idée était justement de ne pas aller frontalement vers le phare, mais plutôt de faire le petit détour pour que l'effet de découverte du phare se fasse vraiment pleinement quand on est à pied et qu'on est vraiment dans l'expérience de visite, et non pas quand on est encore dans son véhicule avec la radio, avec des sensations complètement différentes. En 2019, la qualité du réaménagement mené sur site permet aux 5000 hectares répartis du Cap d'Erquy au Cap Fréhel d'être labellisés Grand Site de France. L'idée, c'est qu'à partir du Cap Fréhel, on puisse diffuser le visiteur sur l'ensemble du territoire pour justement qu'il n'y ait pas trop d'impact sur un seul site. Pour que le territoire aussi puisse bénéficier en fait de cette notoriété du grand site sur l'ensemble de l'année, notamment au niveau de ses activités économiques, notamment touristiques. En 2022, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires salue un projet alliant connaissance fine de l'environnement, ingénierie locale et participation citoyenne. Réalisé pour le compte du Conservatoire du Littoral et porté par Alain Frétet, le projet du Cap Fréhel est lauréat du Grand Prix national du paysage. Que le Grand Prix national du paysage soit attribué à un site naturel sur lequel l'aménagement se fait discret, se fait même invisible pour la plupart des gens qui le parcourent, c'est vraiment une grande première et c'est saluer tout le travail que peut faire le Conservatoire du Littoral depuis des années, que peut faire les grands sites de France. Et là, il y a vraiment une reconnaissance qui nous touche particulièrement. Si le paysage et les aménagements que l'on peut faire dans les sites du conservatoire peuvent amener ce bien-être, peuvent amener cette façon de retrouver une relation à l'autre et à la nature, on a peut-être participé au devenir de la planète, tout simplement. Donc vous voyez combien dans un projet comme ça, qui a été assez rapide, hein, on a mis 7 ans à le faire, et pour nous, c'est le temps de faire les premières esquisses. Hein. Il y avait déjà eu un travail du département qui avait été important. Enfin, voilà, on a pris le relais, le stationnement communal était là. Enfin, on n'arrive jamais les premiers sur un projet. On a fait un pas de plus. Première reconnaissance. Et là, on a travaillé au départ avec... il y avait Franck Vattel, scénographe, une interprète du patrimoine, et puis un paysagiste. Et donc là, on était à 3 et on a fait ce schéma d'intention paysagère qui a mis un peu de temps. Hein. Il a fallu le présenter plusieurs fois devant la commune. Et une fois que cette base a été posée, les autorisations, permis d'aménager, donc passage en conseil des sites. Hein. Alors on était très accompagnés par l'inspectrice des sites, la Camille que vous avez vue. Hein. Donc les services de l'État étaient très très présents. Ça a été extrêmement précieux. Le travail avec l'architecte des bâtiments de France aussi a été vraiment très fructueux. Et on a pu avancer jusqu'au moment où en 3 phases de travaux, on a pu élaborer ce chantier avec de bonnes entreprises qu'il a fallu vraiment intégrer au projet, intégrer à toutes les dimensions du projet. Ça les a un peu étonnés, mais la première réunion de chantier, on dit non, on va pas parler de travaux, on va d'abord se balader. Ouais, j'ai pas le temps. Bon, écoutez, c'est obligé de toute façon. Et du coup, on a fait vraiment le tour en voyant. Il dit voilà, vous inscrivez quand même dans un site remarquable et vous allez participer à ça, quoi. Donc c'est assez enthousiasmant pour des entreprises d'être dans cet élan. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait dans la suite, et grâce au travail de Franck Vattel, le scénographe, un travail justement sur l'interprétation.
Et l'interprétation, vous avez vu ces plaques de béton rouge, hein, où on a essayé de retrouver vraiment la couleur du grès. Au départ, on aurait aimé que ça soit du grès taillé, enfin sculpté, mais le grès ne se prêtait pas à la sculpture, donc on est passé au béton. Et pourquoi ces sculptures? C'est qu'en fait, dans la salle d'honneur du phare, il y a des sculptures en bois qui représentent des paysages sous-marins. Et ça, c'est vraiment un disciple de Mathurin Méheux, qui est un des grands dessinateurs et sculpteurs animaliers, qui a sévi sur la Bretagne et a fait des choses absolument superbes. Et donc, on a traduit finalement, même l'interprétation est vraiment issue du lieu. C'est ces gravures qui nous ont donné envie de passer à ça. Alors au début, les naturalistes disaient « Ah, c'est dommage, on n'explique pas que c'est la mouette tridactyle et puis que là, il y a le guimauve de Troie. » Écoutez, de toute façon, personne ne lit ces panneaux. Ça, on sait que de toute façon, on a fait des analyses. Les gens, quand ils lisent un panneau, ils retiennent 10% de ce qu'ils ont lu. Alors ça fait quand même beaucoup d'argent foutu en l'air et puis des immondes panneaux, pupitres qui finalement abîment le paysage. Donc il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Donc juste ça. Et puis c'est très apprécié parce que les gens les caressent. Et comme en caressant, en fait, ils enlèvent la laitance, on peut apprécier ce qui est le plus caressé. Alors les dauphins, là, super. Les œufs, très bien. Et puis la coquille Saint-Jacques. Alors là, grand prix pour la coquille Saint-Jacques, elle est toute rouge. Là, on sent que vraiment... mais ça va être très agréable parce que c'est un peu côtelé, mais il y a aussi la portée symbolique de la coquille, quoi. Voilà, donc peut-être on peut passer à quelques questions, si vous en avez, sur cette belle aventure. Hein. Le projet, c'est toujours une aventure. Alors, je sais pas, oui, il y a un micro qui va arriver. Tiens, là, il y a une question. Là. Merci, bonjour. D'abord, merci pour votre intervention, vraiment génial. On vous suit, je m'appelle Lucien Panini-Dujac, je suis architecte paysagiste et paysan aussi en cours d'installation. J'apprécie énormément vos travaux et en fait, moi, pour y être confronté en tant que professionnel et dans ma vie de tous les jours, la question qui se pose, c'est que là, vous avez beaucoup parlé du projet, de comment on fait émerger la vision du paysage et garder cette vision commune jusqu'aux entreprises à la fin. Et là, on voit que c'est quand même des temps très longs. Et une des questions, là, on vous voit revenir à la suite, là, au Cap-Fréhel, sur le site et reparler avec les agents du conservatoire sur les différents aménagements encore à aménager, tout ça. Et comment, en fait, on arrive, en tant que paysagiste, à garder comme ça le contact avec le lieu, avec le projet, et le faire vivre, et faire que ce ne soit pas seulement, en fait, un moment où on a aménagé, mais que ça devienne une histoire qui grandisse, et au-delà de même nous-mêmes, mais voilà. Parce que quand même, il y a beaucoup de références que vous avez fait sur les sites. Nous, on travaille actuellement avec les Monts d'Olme et l'association Caracol, Barthélemy à côté, pour essayer justement de passer au-delà des aménagements des années 70 qui ont un peu détruit la montagne, et pour en fait remettre cette montagne en avant, en premier plan. Mais la question déjà du projet est dure à lancer, mais ensuite c'est la question de la gestion et de comment on arrive à encore mobiliser des fonds pour faire vivre ces projets avec des médiateurs ou autres. Donc voilà, comment vous, sur vos projets, vous arrivez aussi à garder une espèce de continuité au-delà de l'élément projet pour en faire vraiment un paysage? Ça, c'est vrai que c'est un enjeu important parce que la plupart des projets qu'on fait, c'est one shot et puis après on part et pratiquement après on n'a même pas d'évaluation de ce qu'on a fait. Si on ne fait pas nous l'effort en allant se balader, alors il s'agit quand même de très beaux sites, donc en vacances on fait un petit tour en famille, puis on va voir. Mais ce qui est chouette, c'est vraiment de pouvoir y revenir. Et des fois, j'arrive à obtenir une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est un peu l'après-vente, le suivi, et qui peut être intéressant. Et des fois, j'ai sur l'année 5 jours, donc c'est pas très cher. Et puis ils me font appel parce que en termes de gestion, là on voit qu'il y a un truc qui marche pas si bien que ça. On voudrait le refaire, mais là on a besoin, sur ce point et ce point, d'un avis. Et donc c'est vraiment une sorte de petit marché à bon de commande qui permet de venir. Et ça, parfois. On arrive à l'obtenir. Alors après, la plupart du temps,
C'est parce qu'il y a des relations presque amicales qui sont nées avec la maîtrise d'ouvrage, avec les gardes du littoral. Et bien sûr, quand ils passent un coup de téléphone, tiens, là, on est en train de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, envoie-moi une photo, puis je peux faire un petit bout de croquis. Bon, mais après, voilà, quand on est en libéral, faut bien assurer aussi faire bouillir la marmite. Donc, le fait d'obtenir ces AMO, c'est vraiment quelque chose qui peut être proposé. Puis qui est léger, hein. On n'engage à rien s'il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de prestation et on intervient vraiment ponctuellement. Et puis dans d'autres cas, alors c'est le cas par exemple de mes interventions en Corse, hein, c'est là où on a bossé avec Corinne en Corse. Là j'ai une mission de conseil sur 4 ans. C'est-à-dire que c'est un marché à bon de commande sur 4 ans. Où, parce qu'ils en avaient marre à chaque fois qu'ils voulaient me faire intervenir, de devoir faire un appel d'offres. Puis au bout du compte, ils savaient qu'ils voulaient bosser avec moi, donc c'était un peu limite quoi, vis-à-vis des collègues qui répondaient. On disait, a priori, je vais plutôt être pris, quoi. Donc c'est un peu délicat, quoi. Donc là, on se dit, dans l'appel d'offres, il y a marqué qu'il fallait avoir des moustaches, tout ça. Donc non, ça c'est une blague. Mais en fait, là, on a fait ce marché à bon de commande sur 4 ans qui est vraiment super. Donc la semaine prochaine, je suis en Corse et on va voir 4 sites, dont 2, on a déjà fait les projets, mais on y revient pour resserrer les boulons, revenir. Et puis là, il y a vraiment des relations de connaissances avec les gardes du littoral qui gèrent, hein, avec des élus qu'on revient voir. Et cette continuité, elle est vraiment, vraiment agréable, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui manque. Mais voilà, fouiller autour de cette assistance à maîtrise d'ouvrage et ces marchés à bon de commande, c'est quelque chose qui peut réellement intéresser les élus. Il y a des paysagistes conseils sur des communes, des architectes conseils sur des communes et qui peuvent comme ça suivre régulièrement des projets. Après, quand on est conseil, c'est comme quand on est conseil de l'État. Hein. Je suis conseil de l'État là, en DTT, j'ai été longtemps conseil de l'État en Andréal. Il faut avoir aussi la rigueur de dire là, je m'arrêterai au schéma d'intention et après, le relais sera passé à des paysagistes d'opération, des architectes d'opération qui vont prendre le relais pour éviter surtout un effet de monopole qui est toujours assez mauvais sur des sites comme ceux-là, quoi. Donc là, on passe un peu du côté de la maîtrise d'ouvrage, on avance les projets, on fait vraiment des projets, hein, quand ces schémas, ça se donne vraiment déjà des orientations assez fines. C'est parfois ce que fait le CAUE quand il faut donner les orientations et les intentions. Mais après, il faut avoir la rigueur de dire la déontologie qu'on a pour les paysagistes conseils de l'État, où là, on a l'interdiction, quand on est paysagiste conseil de l'État dans un département, d'exercer dans ce département. Et ça, je trouve que si on l'accorde également à ces missions conseils un peu plus floues du point de vue juridique, parce que les appels d'offres sont lancés par des collectivités, chacune un peu dans leur coin, on a des chances, et puis de faire passer aussi un certain nombre de messages. Moi, je suis très content quand des paysagistes, des jeunes paysagistes prennent le relais, s'installent. Là, j'ai des étudiants, une étudiante là qui n'osait pas s'installer en Corse alors qu'elle a la famille corse et puis qui n'avait jamais fait de projet. Avec le conservatoire, on l'a choisi et puis et aujourd'hui c'est une agence qui fonctionne parfaitement, qui a trop de boulot et qui fait un boulot formidable, quoi. Donc ces passages de relais sont vraiment là aussi très 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 importants. Oui, merci donc, pour vos explications. Et lorsqu'on va très loin comme ça dans la sobriété sur les projets, qu'on est très minimaliste, comment on se débrouille ou en tout cas comment on prend en compte la réglementation pour les personnes à mobilité réduite? Parce que vous travaillez dans des espaces qui ne sont pas évidents. Là, donc. Bien sûr. Oui, ça c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. C'est vrai que c'est une réglementation qui est, quand il faut les 4% avec des paliers, et des fois il y a des sites, on n'y arrive pas. Alors on essaye toujours à proximité du stationnement d'avoir un moment, une accessibilité. Alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir l'accessibilité réglementaire qu'on va pas faire l'effort. Des fois, on monte à 7-8%, mais tant pis, on fait quand même l'effort de permettre l'accès à
certains lieux vraiment de haute valeur. Et puis après, on a des cheminements par gradients successifs qui s'en vont vers une accessibilité moindre. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. C'est ce qui a motivé, par exemple, le fait, par exemple, de ne pas décrouter la piste du phare, la route qui menait au phare, simplement de 6 mètres de large. On en a fait une route à 3,50 mètres. Donc on a passé un coup de discus, mais on a laissé le bitume. Et ce bitume permet d'avoir une accessibilité. Après, il y a tout un... Quand le phare... Alors le phare, là, il va devenir monument historique. Il y a un ACMH, un architecte en chef des monuments historiques qui va commencer à travailler dessus. On commence à penser à une sonnette qui permette, avec une joëlette, d'aller chercher une personne à mobilité réduite, de l'emmener au phare. Enfin, voilà, il y a des dispositifs comme ça qui évitent parfois des aménagements lourds. L'accès à la terrasse du bas de l'ancien restaurant, on l'a fait en pavage. C'est un peu compliqué, mais accompagné, une chaise roulante peut accéder à la terrasse du bas. Donc on n'est pas dans les clous, on n'a pas fait de béton, on est sur des sols filtrants, mais voilà, on a quand même une accessibilité. Donc voilà, on se préoccupe de ça, mais on n'est pas non plus complètement pieds et mains liés à devoir faire des rampes partout qui vont défigurer un site ou qui parfois défigurent certains bâtiments, parce que là on a le zigzag en béton avec la glissière en métal devant une belle façade. Enfin, on dit waouh, ça. Donc là, il faut sortir les idées, puis obtenir effectivement les accords des différentes structures qui gèrent l'accessibilité. Ce n'est pas une question, je voulais juste partager une émotion que j'ai ressentie dans la première partie, quand vous avez décrit la balade dans la montagne et tout ça. C'est un peu comme un lecteur qui lit un livre, les mêmes mots, mais une histoire différente pour chacun. Et je me suis retrouvé, en fait, dans ces balades sublimes qu'on peut avoir ici en Ariège. Et voilà, je voulais juste partager ce moment, et je vous en remercie. C'est vrai que plus on partage ces moments qui sont vraiment l'expérience de paysage et qui ne sont pas déconnectés du projet, plus on a un socle sensible commun, quoi. Et après, mais il y a une complicité avec des élus, on a fait on a partagé ça ensemble, quoi. Puis en montagne, c'est l'esprit du pyrénéisme qui est là aussi, qui est quand même assez fondateur dans l'expression même et l'image même des Pyrénées, quoi. Et d'aller au fondement de ces émotions, ça c'est ce qui fait un socle. Et un projet, ça se joue aussi à cette complicité, quoi. Donc c'est bien que vous ayez ressenti ça, parce que voilà, c'est pas joué, c'est vraiment sincère. Et alors des fois, on va même assez loin pour mettre des mots, parce que bien sûr, une chose est de dire wow, c'est beau, mais voilà, pourquoi c'est beau? Qu'est-ce qui fait vraiment l'esprit des lieux? Comment on peut mettre des mots dessus? C'est pour ça que parfois on fait des ateliers d'écriture, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie de faire. Et dans ces ateliers d'écriture, chacun écrit. Pas facile, des fois, de dire non, un quart d'heure, on parle plus. Non, écrivez comme ça. Donc chacun est. Puis alors, c'est des écritures, c'est des mots, c'est des poèmes. On a eu des poèmes en alexandrin, enfin des choses assez incroyables. Et après, surtout, je demande pas aux gens de lire leur propre écrit, parce que là, il y a une pudeur. Je ramasse les feuilles, et puis je les redistribue, et donc les gens lisent quelque chose qu'ils n'ont pas écrit. Et on se fout de savoir qui a écrit quoi. Et il y a une espèce d'énergie collective poétique. Une vigilance poétique là, qui se fait jour. Et là, cette émotion, elle se transcrit en mots. Et là, pour nous, ça y est, on n'a plus qu'à transcrire cet esprit des lieux. Ce qui est d'ailleurs étonnant, quand on fait un dossier Grand Site de France, le ministère de l'Environnement, c'est quand même un ministère, dit « Vous n'avez pas assez travaillé l'esprit des lieux. Vous n'avez pas été assez loin dans l'émotion. » Et donc, ça devient vraiment un critère de labellisation Grand Site de France que de travailler sur cette poétique des lieux, cette géopoétique. C'est bien. Monsieur Frété, bonsoir et merci pour votre intervention. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. On n'est pas beaucoup de paysagistes dans le département et voilà, on se connaît pour la plupart tous. Et voilà, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler de paysage, parler de ses émotions. Émotions et discours qu'on a des fois du mal à faire passer. Donc moi, je suis passée du côté obscur, côté maîtrise d'ouvrage. Et
je vais un peu abonder sur ce que vient de dire Monsieur Laville, mais ça a été très dur au début avec les élus, où on avait cette culture de travailler avec des bureaux d'études très portés sur le VRD, très routiers, etc., qui correspondaient d'ailleurs à une sensibilité politique de la sécurisation du piéton, bien marquer les usages, etc. Alors au début, quand on débarque là-dedans et qu'on dit voilà, il vous faut faire travailler un paysagiste pour parler de l'esprit des élus, les élus vous regardent avec des grands yeux, ils disent quoi, oh, non, non, non. Et avec le terrain, avec l'émotion, petit à petit, c'est un outil qui permet vraiment de faire changer la vision des élus face à leur propre paysage, qu'ils n'avaient d'ailleurs l'habitude pas trop de regarder. On restait sur le côté, à la bordure, machin, et puis quand du coup, j'ai fait beaucoup de terrain avec les élus en leur disant, mais lève les yeux, regarde cet immeuble, regarde cette petite ruelle, et ah ouais, ah j'avais jamais remarqué, ah la moulure sur le bâtiment, ah ouais, et c'est ces petits déclics que vous décrivez si bien, qui permettent aussi de faire changer la vision qu'on a du paysage et qui vont permettre aussi de faire évoluer notre métier dans le bon sens. Donc pour cela, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que cette vision partagée, finalement, on travaille ces projets pour qui ? Pour que les gens soient heureux de traverser une ville, de se balader. Mais si on n'a pas nous-mêmes l'expérience de ces émotions, on va jamais pouvoir les remobiliser dans le projet et créer. C'est là que il y a un terme de Augustin Berg qui est intéressant. Il dit le paysage est à la fois empreinte et matrice. Il est la matrice dans laquelle on est et qui va nous porter par les émotions et le sensible vers un bien-être, mais il est aussi l'empreinte des projets qu'on va faire. Et si on se sert de la matrice pour que l'empreinte qui deviendra matrice de demain, finalement, garde cette qualité de provoquer l'émotion et le bien-être, je pense qu'on est assez juste. Et c'est vrai que voilà, que l'empreinte devienne matrice, c'est toujours quelque chose qui me traverse. Et ce partage est indispensable, vraiment indispensable.